Mon invité ce matin dans Les Échos est député socialiste des Landes et membre de la Commission des Affaires sociales. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nicolas Hulot a donc démissionné hier du gouvernement. Il a demandé à ce que sa démission ne serve pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes. Alors sans joutes et sans récupération, dans la situation actuelle, que demandez-vous à Emmanuel Macron ? Écoutez, Nicolas Hulot a raison de dire que le sujet, ce n'est pas Nicolas Hulot. C'est la question environnementale. C'est la place que fait ce gouvernement de la question écologique. Ce que nous dit Nicolas Hulot à travers son départ, en nous disant « je ne veux pas me mentir », c'est « je ne veux plus vous mentir ». Ça n'est pas en haut de l'agenda gouvernemental. On ne peut pas être libéral et écologiste. Et ce que nous constatons, et malheureusement nous le savions, c'est que le gouvernement est en échec sur la question écologique, comme il l'est sur beaucoup d'autres questions, et on peut dire la situation dans laquelle on était il y a un an et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, que demandez-vous, donc je réitère ma question, à Emmanuel Macron aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de ministre de la transition écologique et solidaire. Que demandez-vous ? Un geste d'ouverture, une inflexion de la politique environnementale ? Quelles idées doivent être mises en avant, Boris Vallaud, sur le plan des idées ? Écoutez, c'est la succession des trahisons sur la politique économique, sur la politique sociale, sur la politique environnementale. Qu'est-ce que je demande à Emmanuel Macron ? Au premier chef, de tenir un certain nombre de ses promesses, de se préoccuper de la question des inégalités, de se préoccuper de la question du changement de modèle, de se préoccuper de la question de l'agroécologie, de s'occuper de la question de l'autonomie énergétique décarbonée, d'en faire des chantiers, ne pas être dans l'esquive. C'est un gouvernement qui est très doué pour la formule, un peu moins pour l'action. On se souvient de la réponse qu'il avait faite au président Trump quand il avait quitté les accords de Paris. Il avait promis de le ramener à la raison. Ça n'est pas le cas. Maintenant, il faut agir. Nicolas Hulot avait quand même, il y a quelques semaines, appelé à une union sacrée au niveau politique pour demander à ce que tous les partis puissent au moins se mettre d'accord sur la question environnementale. J'ai posé hier la même question à Yannick Jadot, le Parti socialiste, parmi d'autres partis dont il paie une responsabilité, en n'ayant pas, justement, atteint cette union sacrée qui était appelée et qui, pourtant, sur un sujet quand même très important, l'environnement. Nous avons tous une responsabilité. Partis politiques, citoyens, nous avons tous une responsabilité. Mais preuve est faite que quand on partage un diagnostic, on peut le mettre en haut ou en bas de ses préoccupations. Vous savez, ce sont les eurodéputés socialistes qui ont été à l'initiative de la commission d'enquête sur le Dieselgate et qui ont obtenu l'indemnisation des consommateurs. Ce sont les socialistes qui ont été à l'initiative de la commission sur les glyphosates et les produits phytosanitaires. Ce sont les eurodéputés socialistes qui ont été à l'initiative de l'interdiction des sacs plastiques, de l'interdiction des OGM en Europe. C'est les socialistes qui ont été, sous François Hollande, la cheville ouvrière de cette grande avancée. Et il ne faut absolument pas lâcher que sont les accords de Paris. Ce que je crois, c'est qu'il faut une union sacrée parce que c'est une question qui nous dépasse, mais qu'évidemment, les chemins sont tout à fait différents. Il y a partie liée entre la question de la lutte contre les inégalités et contre le réchauffement climatique et la transition écologique. Le Parti socialiste, c'est dans la justice, dans l'égalité, c'est le parti qui gère les grandes transitions, qui ébranle nos modèles productifs, qui ébranle nos modèles sociaux pour protéger l'environnement, la santé, parce qu'en réalité, il n'y a qu'une santé, celle de la planète et celle des hommes. Mais en attendant, c'est le Parti socialiste que l'on n'entend pas justement sur ces questions. Détrompez-vous. Olivier Faure, alors justement, on va en discuter, Boris Vallaud, on est là justement pour parler des idées, des propositions. Mais juste avant un mot, il y a eu donc l'université du Parti socialiste à La Rochelle. Certaines personnalités à gauche, au Parti socialiste, notamment François Rebsamen, se plaignent que l'on n'entendit pas assez Olivier Faure. Il reconnaît qu'il a récupéré un parti en mauvais état, ça ne fait aucun doute, mais cela dit, il se plaint qu'il ne soit pas assez offensif. Aujourd'hui, faut-il que les socialistes soient plus offensifs lorsqu'ils s'expriment ? Il y a un an, on se demandait si nous allions disparaître. Vous êtes encore là. Certes, nous sommes encore là, voilà. Et nous tenons notre rang. Nous tenons notre rang dans l'opposition, d'un parti opposant et proposant. Nous l'avons fait à travers le premier contre-budget. Nous allons refaire un contre-budget contre les mesures qui ont été décidées par le gouvernement, avec au cœur la lutte contre les inégalités, qui n'est pas une préoccupation du gouvernement, la justice entre le capital et le travail. C'est un parti socialiste
qui a été au cœur de la question de la loi Elan sur le logement, qui a formé un contre-projet, qui dans la loi Pacte va proposer des choses sur la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire la préférence pour le long terme, les stratégies industrielles sur les stratégies actionnariales, qui va laisser une place aux salariés dans l'entreprise. Nous allons formuler des propositions en matière de lutte contre le changement climatique, prendre des initiatives, en tout cas on y invite toute la gauche, sur l'égalité homme-femme. Donc nous sommes à l'offensive et nous avons un premier secrétaire qui est à l'offensive. Justement. Mais il vaut mieux, vous savez, concentrer son énergie, justement être une force opposante et proposante, plutôt que se livrer ses états d'âme. C'est parfait, justement. Une force proposante. On va parler de propositions, d'idées justement avec l'autre grand sujet de la rentrée, le budget qui a été présenté par le gouvernement, ou en tout cas les grandes lignes par Édouard Philippe ce week-end dans le cadre d'une interview, avec un casse-tête pour le gouvernement, un ralentissement de la croissance, donc moins de rentrée fiscale. Dans ce contexte-là, le gouvernement a prévu un certain nombre de coups de rabot, notamment dans les prestations sociales, alors les APL, également les allocations familiales et les pensions de retraite pour ne citer qu'elles. Une confirmation de la suppression de postes dans la fonction publique, 4500 qui ont été annoncés. En contrepartie, une hausse de la prime d'activité, des allocations adultes handicapés et du minimum vieillesse. Aujourd'hui, qu'auriez-vous changé en l'état par rapport à ce qui a été présenté à LREM, du côté de La République En Marche? Écoutez, d'abord, il y a un constat. Il y a un an, il y avait une accélération de la croissance, une baisse significative du chômage, des comptes publics qui étaient assainis, des entreprises qui investissaient. Un an après, la croissance ralentit, le chômage stagne, les entreprises investissent beaucoup moins et il faut revoir les prévisions de déficit. Voilà où nous en sommes. Un déficit qui sera à 2,6% au lieu de 2,3%, mais quand même en dessous des 3% de Bruxelles. Certes, mais il était à 5,1% en 2011. Voilà l'effort qui a été accompli dans le dernier quinquennat. Est-ce que c'est un budget de justice? Est-ce que c'est un budget qui encourage l'investissement d'avenir? Je ne le crois pas. Nicolas Hulot lui-même a dit que les investissements d'avenir n'étaient que du recyclage. Alors précisément, sur les points qu'on a évoqués, pension de retraite, etc., APL, qu'auriez-vous changé, M. Vallon? Quelles sont vos propositions? On ne fait pas des retraités la variable d'ajustement du budget et on ne finance pas les 40 à 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits aux plus riches sur le dos des retraités. Parce que vous savez, quand le gouvernement dit « je veux que le travail paye », mais je suis pour, je suis même pour qu'il paye bien. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le travail qui paye. Vous allez voir votre employeur, vous lui demandez une augmentation, et puis il vous répond « allez le prendre dans la poche de votre grand-mère ». Voilà la politique du gouvernement. Ce n'est pas une politique juste. Vous me parlez de l'augmentation de la prime d'activité. En effet, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Oui. J'espère qu'il la tiendra, sans modifier les règles de calcul, parce que je crois savoir par ailleurs, de bruit venant des ministères, que les modalités de calcul pourraient en être changées. Quand je regarde, vous l'avez évoqué... Et viendrait contrecarrer la hausse de la prime d'activité, c'est ça que ce matin je pense qu'il y aurait peut-être moins de gens éligibles à cette prime d'activité. Deuxième chose, et les associations... Ça, ce sont des bruits à l'Assemblée nationale? Absolument, et les associations de personnes handicapées sont émues. Au moment où on augmente l'AAH, on en modifie également les règles de calcul, ce qui fait qu'un tiers des adultes handicapés ne bénéficieront pas de cette hausse. Il faut le dire sans phare. Et que proposez-vous alors justement? Vous qu'auriez-vous changé et qu'auriez-vous mis en avant? Eh bien, d'abord, la question est celle, il ne faut pas baisser la garde sur la politique de l'emploi. Le gouvernement a baissé la garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les emplois aidés doivent être rehaussés. Des emplois aidés dont on peut convenir qu'ils doivent être couplés avec de la formation et de l'accompagnement pour que l'insertion dans l'emploi soit favorable. Je recevais il y a quelques jours un député de La République En Marche qui me disait que sur les 200 000 emplois aidés qui ont été budgétés, ils ne sont pas tous encore pourvus. Ah, absolument, parce que le dispositif ne marche pas, ne décolle pas, parce que le fétichisme des économies prime sur celui de la politique de l'emploi. Il a baissé la garde sur la formation, il y a moins d'entrées en formation, il y a moins d'entrées en emploi aidé. 15 milliards il met sur la formation, Emmanuel Macron. C'est sa promesse. Tout ça est absolument théorique. Moi, je prétends qu'il n'y a pas un euro de plus et que, par exemple, sur les transitions professionnelles, sur le compte de transition professionnelle, il y aura moins d'argent qu'avant. Il y avait 800 millions d'euros avant, il y en aura 400 millions après. Personne ne m'a démenti quand je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Donc un budget qui se préoccupe des plus faibles, du pouvoir d'achat des plus faibles, du pouvoir d'achat des retraités. Ça veut dire qu'on ne peut pas financer les cadeaux des riches par la sous-indexation ou la désindexation d'un certain nombre d'allocations. Voilà les mesures que nous prendrions. Restaurer l'équité de la fiscalité entre le capital et le travail. Vous vous rendez compte qu'il vaut mieux être rentier que de travailler, et on nous prétend vouloir aider le travail.
On peut aussi se poser beaucoup de questions. Est-ce que ces milliards donnés à ceux qui n'en ont pas besoin n'auraient pas été plus utiles à travers une sorte de prime d'activité ciblée qui serait, par exemple, un crédit d'impôt CSG au niveau du SMIC. Merci Boris Vallaud d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député socialiste des Landes et membre de la Commission des Affaires sociales.